Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Très très bien. Bon, nous aussi, parce qu'on est très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle qu'on adore, avec ce public hors concours qu'on adore, évidemment, pour cette 7e cérémonie de remise du prix hors concours. Ça fait plusieurs jours, ça fait maintenant plusieurs semaines que on échange par mail, par téléphone, qu'on en discute, qu'on sent monter aussi la pression, l'envie de faire vivre cette édition indépendante, de faire vivre aussi cette sélection qui, je pense, a été unanimement remarquée comme une sélection de très grande qualité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense nous, et c'est aussi ce qui a été largement partagé. Et puis aussi, cette envie, évidemment, de connaître le nom de l'auteur lauréat ou de l'autrice lauréate. Ce qu'on saura, évidemment, dans quelques minutes. Donc, je voulais d'abord faire un petit clin d'œil à une jeune fille qui est venue de Vannes, qui a 13 ans, qui est notre plus jeune lectrice, qui est en 6e, et qui a, comme vous, 5e, qui a, comme vous, lu la sélection hors concours. Donc, elle l'a reçue au mois de juin. Elle a lu pendant l'été tous les extraits. Elle a choisi ses finalistes. Elle a voté. Et elle est ici ce soir. Donc, je voudrais qu'on applaudisse Alice. Donc pour cette soirée très spéciale, Margot et moi souhaitons remercier très chaleureusement la Maison de la Poésie, donc Olivier Chaudençon, qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici, dans ce lieu dédié à la création littéraire contemporaine. Merci aussi à toute l'équipe. Alors la programmation, la communication, l'accueil, la régie, la lumière et la captation vidéo, parce que cette cérémonie est retransmise en direct. Et vous pourrez la retrouver si vous voulez la revivre sur notre chaîne YouTube ou si vous voulez la partager à des gens qui n'auraient pas pu venir et qui voudraient la découvrir. Voilà déjà 7 ans que le prix hors concours récompense la littérature indépendante. 7 ans que nous nous battons pour élever ce prix, le faire briller comme il se doit et lui donner sa place dans la palette des prix littéraires. Car oui, nous avons besoin de toutes les couleurs pour faire vivre la littérature, pour amener de la gaieté, de la vie, de la diversité dans la rentrée littéraire. Le prix hors concours fait partie intégrante des grands prix de l'automne. C'est un prix particulier qui vient clore la saison des prix littéraires. Il est dédié exclusivement aux éditeurs indépendants qui mécaniquement n'ont pas leur place dans les grands prix historiques. Il permet ainsi à tous les acteurs d'avoir leur chance dans la course au prix de rentrée. C'est un souci d'équité, de justesse pour les éditeurs, mais aussi, in fine, pour les lecteurs. Les éditeurs indépendants font ce travail de recherche de nouvelles plumes. Ils passent un temps fou pour éditer des auteurs inconnus, aux talents qui ne demandent qu'à éclore. Ils sont le laboratoire de l'édition française. Hors concours intervient comme un révélateur de ces talents, un prix qui s'avère indispensable pour tous ceux qui souhaitent voir cette littérature en train de s'écrire, de se construire. Dans la sélection, celle que vous avez sans doute reçue, qui est ici, vous avez sans doute lu les grands auteurs de demain. Pour mémoire, c'était en 2020, on avait dans la sélection récompensé Emilienne Malfato pour un livre qui s'appelait « Que sur toi se lamente le tigre », qui ensuite avait été récompensé par le prix Goncourt du premier roman. Et cette année, c'est en 2020 aussi, on avait eu aussi Sabine Goussoub, qui vient d'avoir le prix, j'allais dire hors concours, mais non, le prix Goncourt des lycéens, et qui avait été présenté par les éditions de l'Antilope en 2020, et qui avait été aussi dans la sélection. Et c'est important parce que ça veut dire aussi que les auteurs qu'on aura demain sont déjà dans les sélections d'aujourd'hui. On les prend un petit peu au berceau, au démarrage, au moment où ils sont en train de se construire, et ils pourront du coup voler de toutes leurs forces par la suite. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que ce prix permet de repérer les plus beaux textes, les auteurs les plus prometteurs, de leur donner une place dans le paysage littéraire, de leur permettre de rencontrer le grand public, parce qu'ils auront un bandeau, mais aussi parce qu'ils vont être prescrits par l'ensemble des professionnels du livre par la suite. Dans la palette de la littérature de création, cette année, c'est le orange qui domine. Donc, je viens de vous montrer notre belle bibliothèque. C'est comme une invitation au voyage. Dans la théorie des couleurs, le orange, c'est une valeur positive, voire optimiste. C'est une couleur associée au mouvement et mise à côté des autres. Alors, vous l'avez vu dans l'entrée et vous l'avez ici, cette année.
Elle apporte un éclairage nécessaire à cette fresque littéraire que nous construisons patiemment d'année en année. Et pour peindre ce tableau évolutif, nous avons la joie d'être accompagnés par des défenseurs de la littérature et de la création, par des institutions, par des entreprises qui soutiennent le prix avec force et fidélité, qui dessinent avec nous un monde d'idées, de projets portés par des convictions fortes. Et je pense qu'on va remercier d'abord les éditeurs, les éditrices indépendants qui nous font le plaisir, l'honneur de nous présenter chaque année des textes de très grande qualité et que nous sommes vraiment heureux de mettre en avant et de valoriser. Les auteurs, les autrices, sans qui, souvent des primo-romanciers, pas que, mais on en a beaucoup aussi dans les sélections hors concours, et sans qui il n'y aurait pas de livres, pas d'édition, pas de littérature, pas de librairie et évidemment pas de lecture. Parmi les acteurs qui nous soutiennent, certains depuis le début, je voudrais sincèrement remercier la SOFIA, la région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, Babelio, la SCOP La Ballerie, qui est notre imprimeur, Arctic Paper, qui, même en ces temps de pénurie, nous a quand même offert tous les papiers de la bibliothèque hors concours, ce qui était vraiment particulièrement adorable parce qu'on connaît les difficultés sur le papier en ce moment. Et vous trouverez d'ailleurs un petit peu de communication aussi sur ce qu'ils font et vraiment n'hésitez pas à regarder. L'École des métiers de l'information, l'EMI, avec qui on travaille depuis plusieurs années, le syndicat de la librairie française, la librairie.com, la Générale Libresse, Fontaine aux livres, qui accueille l'Académie hors concours, et France Télévisions. Et là, je remercie Katia Martin pour ses 1000 idées et son envie fondamentale de faire vivre ce prix. Voilà, ça fait beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde à remercier parce que tout ça ne se fait pas seul. Et hors concours, c'est aussi une équipe. Et là, je me tourne vers Margot Ronin, notre coordinatrice. Voilà, pétillante, joyeuse, là tout le temps, du matin jusqu'au soir, et vraiment un peu aux manettes aussi du prix hors concours cette année. Merci beaucoup Gaëlle. Je suis très heureuse d'être là du coup avec vous hors concours. Donc oui, c'est un travail de plusieurs mains, plusieurs talents, un talent qui du coup se pose tranquillement dans votre bibliothèque avec sa jolie couleur orange. Comme disait Gaëlle, il y a beaucoup de personnes à remercier. Tout d'abord par exemple aussi notre agence graphique 34 Studios, Caroline et David, ou encore Charlène Racoubo-Boutier qui a fait notre magnifique poster qui a sa place du coup dans la bibliothèque hors concours. Mais plein d'autres personnes comme Anne-Laure Castagnet, notre maquettiste, ou Sandrine Flash, notre correctrice, ou Julien Bézi pour la version numérique de la bibliothèque hors concours. Et tout particulièrement Aurélie Serfati-Berkoff qui est notre attachée de presse. Donc un grand merci Aurélie. Grâce à toi du coup, tu ouvres le panel de hors concours. Et nous saluons également les lauréats de l'édition 2021 avec Timothée Desmeyers pour Demain la brume aux éditions Asphalte et Mariette Navarro qui a eu la mention du public pour Ultramarin chez Kidam Éditeur. Et donc du coup, dans cette grande aventure, on pourrait citer 1 milliard de personnes, on pourrait citer nos 50 librairies, nos 45 bibliothèques partenaires qui ont la chance aujourd'hui et cette année encore d'accueillir nos clubs hors concours ici et dans le monde entier parce qu'il y a 14 pays qui nous suivent cette année. Et c'est top. Et on est extrêmement heureux. 14 pays qui lisent la bibliothèque hors concours, qui découvrent ces auteurs et ces autrices, ces maisons d'édition. Et on est extrêmement heureux. Et on vise 20 pays, même pour autant de pays, quitte à faire la bibliothèque anglaise. Je crois qu'il y en a 180 en tout. Hein. Ça va faire beaucoup. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes à citer qui nous accompagnent tous les jours. Et on ne peut évidemment pas citer tout le monde, mais voilà. Et donc on voulait les remercier chaleureusement, parce que la suite des événements est très importante. Parce que la suite, c'est faire connaître ce prix, le faire connaître à tous ces lecteurs et à tous ces lectrices. Et c'est par vous tous, et les professionnels du livre, vous les lecteurs dans votre bibliothèque, vous qui tranquillement l'été avez découvert cette bibliothèque avec votre petit spritz aux couleurs de notre merveilleuse bibliothèque. Vous l'avez découvert, vous l'avez partagé, et nous, ce qu'on veut, c'est que vous la fassiez découvrir à beaucoup plus de monde, que des gens entiers, que des mondes entiers découvrent ces maisons d'édition, ces éditeurs indépendants, ces éditrices indépendantes, ces auteurs, ces autrices, et que ce prix, en fait, il a besoin de vous. Il a besoin de vous tous, il a besoin de nous, il a besoin de vous, surtout vous qui êtes là ce soir, et vous faites vivre ce prix.
Et voilà, vous en êtes son centre. Et nous vous invitons donc à en être les ambassadeurs et les ambassadrices. Voilà, donc nul besoin de crier sous les toits, dans la rue, dans le métro, que vous êtes pour la littérature indépendante, vous êtes engagé pour la littérature indépendante. Il vous suffit simplement, tout simplement, de récupérer, à la sortie de cette magnifique soirée où vous êtes très émus, des macarons que vous allez afficher dans vos vitrines, dans vos bureaux, partout où vous pourrez, des macarons un peu, vous savez, fast-food. Voilà, comme Guy du Retard. Ah, moi, je suis plutôt fooding que ouais, fast-food, mais bon, maintenant qu'on en parle... Guy du Retard, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, des macarons qui sont aux couleurs de hors-concours. La première couleur de hors-concours, c'est ce beau rouge, d'ailleurs, qui s'accompagne très bien notre orange. Et voilà, donc soutenez une littérature engagée, une littérature découvreuse de talent, d'histoire et d'aventure. Une littérature qui vous transporte aux confins de vos rêves et sans jamais vous laisser seul, parce que c'est ça la littérature, c'est le partage. Elle s'étend, elle vous pousse dans vos retranchements, toujours, et elle vous invite à la discussion et à toujours désirer plus et toujours acheter plus de livres, toujours. Et voilà, donc nous les distribuerons à la fin de la cérémonie. Ils seront dans la librairie partenaire qui est en face du coup de la Maison de la Poésie, qui vous attend pour la dédicace. Alors, petite précision, en fait, oui. elle ne sera pas en fait, mais ce sera juste avant de sortir sur la droite. Okay. Et du coup, vous pourrez évidemment vous faire dédicacer des livres, des 5 finalistes, mais aussi du coup récupérer ces petits macarons, ou ces gros macarons d'ailleurs, que vous pourrez mettre dans vos vitrines. Merci. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est des paroles qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est vraiment à vous que revient voilà, cette aventure qui est une aventure. Ce n'est pas un poids, c'est pas une charge, c'est une aventure, et on aimerait la continuer avec vous. On aimerait la continuer avec Alice qui a 13 ans. On aimerait la continuer avec tout le monde, avec vos parents, vos tantes, vos familles, vos sœurs, vos frères, vos grands-parents. Moi, mes grands-parents, ils ont suivi leur concours, ils sont ravis. Et donc voilà, donc c'est à vous, lecteurs, que revient la responsabilité et l'aventure de nommer du coup la mention du public. Mais voilà, le prix, c'est la mention du public, donc vous, et c'est aussi un jury, un très beau jury de lecteurs. Et voilà, et la présidente Gaëlle va vous annoncer notre merveilleux jury. Merci. Parce que je confirme, un prix, c'est un public, mais c'est aussi un jury. Et donc si 500 personnes à peu près chaque année lisent la sélection pour voter et me donner le prix du public, on a aussi un jury de journalistes professionnels, de critiques littéraires qui se réunissent, alors qui lisent les textes évidemment en entier, hein, plus les extraits là évidemment, qui se réunissent, qui délibèrent. Et la délibération, ça a eu lieu la semaine dernière dans un restaurant bien nommé qui s'appelle Les mots et le reste, Les mots et le ciel, pardon. Les mots et le ciel. Et pendant plus de 4 heures, en fait, chacun a pu vraiment donner son avis, défendre des textes. Donc tout ça est un engagement. Dans le jury, cette année, nous avons Stéphanie Caillat, qui est journaliste à Télématin, David Madioni, qui est rédacteur en chef du magazine Ernest, Ilana Mor-Youssef, qui est responsable de la littérature à la rédaction de France Inter, Isabelle Motreau, qui est directrice de la rédaction du magazine Cosette, et Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste à la Grande Librairie. Donc Stéphanie Caillat et Ilana Mor-Youssef s'excusent car elles ne sont pas là ce soir. En revanche, elles ont activement participé à la délibération la semaine dernière. Donc ce choix, c'est le leur. C'est vraiment celui de tout le jury. Et les débats ont été denses. On n'a pas le droit de vous donner les coulisses. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, c'est vraiment le prix de tout le jury. Mais nous allons laisser parler les auteurs. Ils vont être interviewés par les journalistes membres du jury. Et surtout, vous allez pouvoir du coup les découvrir un à un. Et ce qui nous permettra de vous annoncer tout à l'heure les lauréats. On voulait juste vous faire une petite surprise d'abord, quand même. On a craqué. On voulait vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Ami Karim, qui est un artiste que personnellement je suis depuis très longtemps, qui est un amoureux des mots, qui organise des ateliers d'écriture en France, en français, en espagnol, en italien, en suédois, dans les favelas, dans les quartiers chics, dans les quartiers en difficulté, dans les prisons, qui est étudié même jusqu'à l'université de Georgetown à Washington, enfin qui est vraiment un artiste assez étonnant, jeune artiste, vous verrez.
qui va cette année sortir son 3e album et qui va nous partager un morceau de sa création. Maintenant, je nomme Ami Karim. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier Gaël pour son invitation. Je lisais hier sur le site de la Maison de la Poésie que la soirée ce soir remercie et plutôt récompense les artistes engagés et indépendants. J'ai tendance à vraiment me trouver à ma place ce soir parce que je pense que l'art, il est engagé ou il sert à rien et il est indépendant, donc il est libre. Et du coup, merci beaucoup Gaël pour cette invitation. J'ai une grande tendresse pour la population française d'être inglorieuse, peut-être parce que mes parents sont de cette génération. Et j'ai longtemps réfléchi au texte que je vais vous faire maintenant, et c'est un texte dont la ligne de base pourrait être que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, qu'on arrive d'un pays étranger ou qu'on arrive de la Creuse, la fracture sociale qui se passait quand on arrivait à Paris, elle était aussi énorme pour les uns que pour les autres. Hiver 54, je débarque dans la France de l'abbé Pierre. On cherchait le paradis, on a atterri à d'enfer. Il fait froid, il pleut, j'ai mon petit béret à la main. Pas le temps de dire adieu à mes vieux, plus jamais je prendrai le train. Biscarros, Paname. Bout de chemin pour Petite Canne, merci madame, mais je vais rentrer au bercail. 8 piges, 1000 bornes, le frelon main dans la main. T'as compris qu'après ça, j'aurai plus jamais peur de rien. Le blaire dans les bouquins. Tiens le bon bout au bahut, la piole, 20 mètres carrés, autant te dire qu'elle m'a rarement vu. Le foot, les poteaux, et de l'or au bout des doigts. Mais le destin est taquin, et les boulevards jamais très droits. Fin de corps à la faucheuse, petit pont au képi. Après un match serré, savoure un bon poulet rôti. Depuis, je dors plus que d'un œil. Mais t'inquiète, c'est le bon. Et mon blaze le signe, à la pointe de vos mentons. La vie sera plus la même. J'ai perdu mon refuge. L'avion t'emmène à l'IML, mon cœur se fige. 23 piges, j'ai déjà mort 2 fois. Sur ma tombe, on lira si j'ai un lion qui avait mangé du chat. Alors j'ai fait le romain, et le savoir, je l'ai volé. Loin de chez nous, devenir quelqu'un comme tu voulais. Seul contre tout, c'est là où t'es, je sais que t'as su. Notre terre promise, on l'a construite à coups de massue. Vissée, tapée, main taillée dans le béton. Elle vient pas de chez Moving, ma charpente de bûcheron. Ouais, ça grince, ça grippe. Ouais, ça coince aux jointures. Mais passe-moi une clé de 12, et je te fais une voiture. Voile d'or sur hier, miel sur blessures enfouies. Au gris de nos ciels, aucune élise, que des vraies vies. Armée de clones tristes, une rage parmi des millions. Et un blase que je signe à la pointe de vos mentons. Au soir de faire les comptes, j'ai les poignes pleines de vide. La carcasse en chantier, la mémoire pleine de rides. Le temps a pris son dû, trop d'au revoir, la nuit vient. Marchand de rêve perdu au nord, rien de nouveau. Palpitant, fatigué, lassitude coronaire. Sur 4 graines d'oranger, j'ai pleuré ma colère. Testament d'un ex-nomade qu'on a fait jardinier. Dernière trace d'un renard, jamais apprivoisé. Je partage mon odyssée en échange d'une bibine, un casse-croûte de Gaulois et 3 litres de caféine. Parce que notre histoire, c'est tout ce qui nous reste. Je finirai pas sur le tableau d'un pool de scénaristes. Happy end de prolo à l'heure où les rats s'allument. Road movie noctambule pour pas que les gens raides s'alarment. J'ai connu que l'ombre, j'aurais pas peur de la nuit. Et mon blaze le signe d'un Z qui veut dire. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup donc Ami Karim pour ces beaux mots. En attendant son 3e album, vous pourrez le suivre sur Instagram, du coup à Ami Karim 93, il me semble. Donc voilà, mais maintenant l'heure est au prix hors concours, aux 5 finalistes, et donc j'invite Frédéric Sounac à nous joindre sur scène, accompagné d'Isabelle Motreau, du coup pour un entretien. Mais avant cela, nous allons entendre la voix et les mots de notre comédien David Sidibé. Merci David. Je vous en prie. Bonsoir. On va attendre qu'il s'installe. Un soir, en voyant les précautions au diable, Firmin Falaise se hasarda à la lisière du bourg, où l'extrémité de plusieurs ruelles
formait une place dont il lui serait aisé, au besoin, de s'extraire rapidement. Comme souvent, les odeurs l'avaient attiré. De la viande de brousse grillée, à l'occasion d'une célébration dont, bien sûr, il ignorait la nature. Et bientôt, les familles commencèrent à affluer, engagées dans des discussions où surnageaient, de temps en temps, quelques phrases en français. Aux premières danses, il s'assit sans mot dire, dans la poussière, et ferma les yeux pour s'imprégner de la joie ambiante. Quand il les rouvrit, il trouva devant lui une écuelle remplie d'un liquide clair, qui lui sembla parfumé au gingembre et parsemé de morceaux d'écorce brune. Intrus, il demeurait. Mais des sourires d'enfant lui apprirent qu'il était accepté. Sans en demander davantage, il prit plusieurs gorgées du breuvage au premier abord un peu aigre, mais bientôt si agréable que toute inquiétude disparut. Il s'abandonna à la musique. Les pieds frappant le sol transformaient la pulsation en coups qui faisaient vibrer ses flancs. Au bout de quelques minutes, une bouffée de chaleur lui monta au visage et son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. L'excitation lui fit un peu peur, mais décupla aussi ses facultés perceptives. Et soudain, le musicien en lui perçut la complexité des rythmes soutenant l'énergie inépuisable de la danse. Il ne parvenait pas à comprendre cette mesure inouïe, toujours cohérente, bien que mobile, comme si de nouvelles valeurs étaient sans cesse ajoutées ou que les rythmes s'y contrariassent avec une étrange justesse. Fasciné, il regarda le groupe de percussionnistes et distingua, avec une précision extraordinaire, des doigts effilés qui crépitaient sur une calebasse. Il vit ensuite le poignet, la main, le bras, puis le visage joyeux mais concentré de son élève Issa. Il voulut lui faire un petit signe, mais son bras retomba vers l'écuelle, à nouveau remplie, qu'il porta à ses lèvres avec fierté et précaution. Il ne voulait pas perdre une goutte du breuvage bienfaisant. Mais il se sentait surtout honoré d'avoir été resservi, comme s'il eût tout naturellement fait partie de la fête. Célébrait-on un mariage? Une naissance? Cela n'importait guère, puisque cette joie, aux racines pour lui inintelligibles, le gagnait de seconde en seconde, et qu'il sentait son buste osciller sous la cadence, les yeux perdus dans un fouillis de cuisses et de genoux bondissants. Une délicieuse torpeur l'envahit, alors même que le rythme de la danse autour de lui semblait pris d'une accélération imperceptible, irrépressible, comme une tarentelle inouïe et sans borne concevable. Sa nuque brûlait. Malgré le fumet alléchant des plats que l'on commençait à partager, il ne ressentait pas la faim, porté par un cotonneux bien-être dont il devinait qu'il altérait sa notion du temps, mais que pour rien au monde, il n'aurait voulu voir cesser. Il ne bougeait qu'à peine, mais les corps en fusion le soulevaient de même que certains matériaux avaient-ils lu, projetés autour d'eux d'invisibles radiations. La fontaine et la musique ne tarissaient pas. Ses cheveux commençaient à crépiter, mais il savait qu'au fond, il n'était venu que pour de tels moments. L'instant qu'il vivait, quelle que fût sa durée et son sens, rachetait la banalité et les compromis de sa vie passée. Et il devinait qu'il persisterait en lui, tel un triomphe sans nom, jusqu'au dernier vacillement de la chandelle. Un soupir d'aise lui échappa, tandis que des étincelles jaillissaient entre ses dents. Il but encore, chercha du regard son élève, dont il crut voir le cou dépassé d'un manche de violoncelle, mais la chaleur et le tournoiement s'accentuèrent. La musique déferla sur lui, et il se mit à haleter. Son épine dorsale se désaxa, ses tétons saillaient terriblement, la lactation commençait. Il était indiciblement heureux, puis sentit qu'une paire de mains se logeait sous ses aisselles, l'endroit le plus sensible de son corps. Et tenta vainement de réagir, il perdit connaissance.
Un grand merci, David, pour cette lecture d'une histoire navrante de la mission Moukmark, écrite par Frédéric Sounac aux éditions Anacarsis. Je laisse la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Ça marche, hein? Alors, Frédéric Sounac, vous êtes professeur de littérature, musicien. Vous avez beaucoup écrit sur les effets et les relations entre la musique et l'ensemble des sciences humaines, en général. Et c'est le cœur de votre roman. Parce qu'avec ce roman Histoire navrante de la mission Moukmark, vous explorez de l'intérieur une mission coloniale totalement absurde, en fait, qui vise à installer des conservatoires de brousse et qui va virer à l'horreur. Alors, je crois que vous êtes inspiré d'une histoire lointaine, l'épisode historique de la colonne Voulais-Chanoine. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'était au départ. Oui, alors l'histoire telle que je l'ai inventée est effectivement complètement fictive, hein, c'est vraiment un roman. Mais de fait, j'avais été très marqué, comme beaucoup de gens qui ont eu vent de cet épisode. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui en ont déjà parlé. Il y a en particulier une bande dessinée très belle qui s'appelle La Colonne. Et l'épisode Voulais-Chanoine, c'est l'un des points aveugles les plus comment dire, terrible et traumatique de l'histoire coloniale française, qui elle-même n'est pas évidemment avare d'épisodes traumatiques. Mais voilà, ça se passe en 1899, donc vraiment à la veille du XXe siècle. Et c'était une mission, donc une colonne de militaires français, accompagnés évidemment de tirailleurs, et qui devait faire une jonction avec une autre colonne sur le lac Tchad. Et en fait, les deux capitaines qui menaient cette colonne, donc Voulais et Chanoine, c'est leur nom, ont complètement perdu la raison d'une certaine manière et se sont livrés sans aucune justification possible aux pires exactions. Donc c'est évidemment ensuite l'armée française ils ont coupé d'ailleurs tout pont avec l'armée française. Ils voulaient créer une espèce de colonie indépendante. Enfin, ils ont vraiment fait un acte de démence en réalité, d'une barbarie absolument incroyable. Évidemment, la France a mis tout ça très rapidement sous le boisseau. On a dit qu'ils avaient été atteints d'une maladie tropicale, etc., etc. Voilà, donc je me suis fondé sur cet épisode historique, mais j'ai pas du tout cherché à le retranscrire tel quel. Parce que là, on est parti sur une base tout à fait différente. Fonder des ateliers de musique pour porter la bonne parole. Voilà, et sur cette base historique, moi j'ai rajouté. Alors d'abord, je l'ai changé de localisation, puisque moi ça se passe pas au même endroit. Et puis j'ai injecté ce qui est effectivement ma spécialité, enfin vraiment le sujet que je travaille le plus, aussi bien sur un plan d'ailleurs un peu professionnel que littéraire, qui est vraiment la relation de la culture avec la musique, et en particulier les pouvoirs de la musique et les situations dans lesquelles la musique se retrouve en quelque sorte compromise avec une forme d'anti-humanisme ou de violence. Et voilà, ça fait partie des sujets qui m'obsèdent le plus. Et d'ailleurs, ce roman, au départ, était inclus dans un ensemble de textes qui tous travaillaient cette question. Alors justement, il y a les deux personnages principaux de ce roman. Donc il y a Firmin, un peu rêveur, dont on a entendu tout à l'heure une des aventures les plus humaines d'ailleurs pendant cette mission. Lui, il parie sur l'humanité, on l'a vu, il s'ouvre un peu aux autres. Et puis l'autre personnage principal, c'est Isidore Moukmark, qui lui alors est totalement à l'opposé, c'est-à-dire rigide, c'est un militaire, il veut avant tout faire respecter les valeurs, il a des œillères et il est absolument hors de question de déroger à quelques règles que ce soit. Et puis évidemment, ils vont s'affronter tous les deux dans cette mission. Oui, absolument. Ce sont deux facettes, en fait. En fait, il y aurait même un troisième personnage qui est le Tussoine, l'adjudant Tussoine, qui est aussi... c'est un trio, en réalité, oui. Et les trois incarnent finalement trois faces du colonialisme. Enfin, effectivement, Firmin Falaise incarne, je dirais, l'aspect
curieux. C'est-à-dire lui, il veut s'ouvrir, effectivement, il veut découvrir, il veut vivre des aventures, y compris d'ailleurs un peu intellectuelles et sensuelles. Il est curieux des choses, donc il a un appétit. Il est dans une sorte d'innocence. Alors il n'est pas exempt évidemment de tout reproche, parce qu'il il participe tout de même de l'entreprise, donc on pourrait dire que inconsciemment il en retire certains bénéfices, mais son attitude est ouverte, et c'est ce personnage le plus créatif, on va dire. Ensuite, il y a effectivement le Muckmark, qui donc lui incarne une forme d'absolutisme musical. Lui, il veut imposer d'une certaine manière une valeur, ce qu'il considère être une valeur, la grande musique occidentale de tradition savante, et en particulier le quatuor à cordes. C'est un grand violoniste, hein, et lui, il a un idéalisme musical extrêmement jusqu'au boutiste. Alors il a d'une certaine manière une sorte, à sa manière, il croit qu'il est altruiste, puisqu'il veut apporter une valeur, et ça s'articule d'ailleurs à une critique très farouche chez lui du monde occidental, qu'il considère comme décadent, perdu. Oui, il n'est pas non plus totalement pro-patrie, etc. Pas du tout. Non, lui, c'est une sorte de Don Quichotte, il incarne une forme de folie, voilà. Mais évidemment, une folie qui s'exprime de manière absolutiste. Alors, et puis on ne peut pas tout raconter quand même. En tout cas, on a bien compris que tout ça allait assez mal finir. Oui, ça finit mal. Donc... Ça ne peut pas bien finir. Dernière question, parce que il va falloir qu'on laisse la place aux autres romancières. La musique adoucit pas du tout les mœurs, en fait. Pas seulement, disons. Voilà, il y a notre... je dis pas que c'est un cliché, mais c'est une idée reçue. La musique adoucit les mœurs. Et dans une large mesure, elle le fait, effectivement. Enfin, elle crée du lien, elle peut avoir une dimension spirituelle que nous connaissons tous, etc. Mais la musique, c'est aussi une puissance, c'est aussi un pouvoir, c'est aussi une valeur, c'est aussi une culture, c'est aussi une puissance sur le corps, comme on le voit dans l'extrait qui vient d'être magnifiquement lu. Elle peut nous pénétrer aussi. Il y a un pouvoir, en fait, musical, un mystère du pouvoir musical. Et puis, comme tout élément de culture, elle peut être utilisée à toutes sortes de fins. À mauvais escient aussi. Exactement. Donc, elle n'est pas exempte, elle non plus, d'usage, disons, contestable. Et il faut interroger ça, même surtout quand on aime la musique, comme moi, et qu'on vit dans la musique. Tous ceux qui aiment la musique vont se plonger dans l'histoire navrante de la mission Muckmark, qui n'est pas navrante du tout, évidemment. Vous l'avez bien deviné. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est temps maintenant d'embarquer dans le rythme incessant du tam-tam et celui des saisons qui bercent les cultures ancestrales. Donc, il est temps de venir découvrir des tribus semi-nomades et Firous, un enfant à l'esprit libre et en quête de liberté. Donc, j'invite Benoît Véril à nous rejoindre sur scène, l'éditeur de La Contre-Allée, malheureusement Guillaume Aubin. L'auteur de L'Arbre en colère n'a pas pu se joindre à nous puisqu'il est au Chili. Chili, oui. Et j'invite David Medioni pour cet entretien. Il y a 20 femmes à trouver. Je me lève avec le soleil et passe ma journée à sillonner l'île. Je retrouve un à un les corps raides, aux doigts bleus. L'arbuste de Kaa perce déjà la peau de certains. Les yeux fermés, je remercie les corps de s'être offerts. La plupart des âmes sont parties rejoindre leurs ancêtres, et je suis heureux pour elles. Mais sur la rive du Levant, la forêt n'est pas tranquille. Elle souffle une haleine chargée. Je ne suis pas le bienvenu. Les épinettes se serrent les unes contre les autres, me dessinent des couloirs étroits et des ombres coupantes. Mon ventre est serré. De ma main, j'égrène mon collier de dents d'ours pour invoquer son courage. L'aigle veut que je dépasse ma peur. Alors je descends jusqu'à l'eau et je me sépare de mes habits, de ces peaux devenues peaux d'homme à force de s'imprégner de mon odeur. Et pas à pas, je rentre nu dans l'œil lac.
l'eau, me lave de mon impureté et de mes mauvais esprits collés sur mes lèvres, mes oreilles, mon sexe, mon anus. Il campe sur nos orifices pour nous pénétrer quand nous sommes faibles. Je m'assois sur le fond de galet et j'attends que le froid me saisisse. Puis, doucement, je remonte sur l'île Esprit pour entrer dans la forêt épaisse. La résine suinte sur les troncs. Les branches basses meurent de ne plus recevoir de soleil. Les mousses rampent vers les trouées, vers les troncs abattus par la foudre et le vent. Souvent, je crois voir un ours dans une souche et mon cœur s'emballe. L'aigle me teste. Je lutte pour être à la hauteur. Je remonte vers l'âme qui gonfle de ne pas vouloir crever, qui tourne en rond et empoisonne l'air de sa colère. Je trouve le cadavre dans un creux de lumière. C'est celui d'une femme, la femme au tambour. Je reconnais son visage, même blême, même baigné dans la boue. C'est la femme pour laquelle ma peau de caribou a changé sa voix. C'est la femme qui ne veut pas franchir la porte. Ses ongles sont noirs de terre. Elle a fouillé le sol profond. Son corps est encore modelé par l'angoisse quand les autres ont retrouvé le calme dans la mort. Alors, je vois ce que j'aurais dû voir quand le présage s'est manifesté. Je vois ses formes rondes, ses seins qui tirent ses vêtements, ses hanches. Cette femme était une femme pleine. Tout en mourant, elle continuait à grossir. Une âme qui erre est un animal acculé, qui n'attend rien de ce monde ni du suivant, qui se nourrit de peur et de haine. Elle n'aime pas que je sois là. Elle me tourne autour, me glisse sur la peau. Je ferme les yeux pour lui parler, mais il n'y a pas de pardon pour les yeux rouges. Pas plus que nous pardonnons aux longues tresses d'être longues tresses. Je m'approche et je pose ma main sur son front, raidi par le froid, crevassé par les pluies et le vent. Puis je veux mettre ma main sur son nombril, mais j'ai un mouvement de recul au moment de poser mes doigts. Un mouvement de fascination et d'effroi. Le ventre n'est pas mort. Il est encore chaud. Le bébé est vivant. Il lutte contre la faim, il est faible, mais il est vivant. Il lutte contre la faim. Il est faible, mais il est vivant. Il retient sa respiration en attendant un miracle, refuse d'être empoisonné par le sang de sa mère. Avec ses pieds, il pèse sur les parois comme en défend une palissade. La plante fait son nid et il ne partage pas le sien. L'île a entendu son désir de vie et a murmuré à l'aigle de venir me chercher. Parce qu'il n'y a plus de longues tresses pour sauver cet enfant, seulement des yeux rouges dans cette partie de forêt. Mon cœur tremble. Je fais demi-tour, les dents d'ours sautent sur mon torse quand j'enjambe les troncs et les mares de boue. Je récupère mon couteau dans mon tas de vêtements et je retourne à la femme, sans prendre le temps de me rhabiller. L'âme s'affole quand elle voit ma lame. Elle protège son bébé comme une louve. La paume, bien à plat, je l'écarte de mon chemin et me mets à genoux. Je pense au saumon dont on tire le caviar. Il faut aller vite pour ne pas faire souffrir. J'inspire et j'incise le ventre d'un geste vif. Merci David pour cette très belle lecture. Bonsoir Benoît.
Bonsoir, Olivier. Alors, quand on prépare le jury, on se fait des notes de lecture. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Et j'ai notamment noté dans la note de lecture que j'avais préparée pour le jury que L'Arbre de colère était un roman fluide, audacieux et plein de trouvailles. Dans ce livre, on est donc dans une tribu amérindienne du Canada. Et parmi cette tribu, il y a Firouz. Firouz, qui est une fille qui a grandi avec les garçons et qui trouve que les trucs de filles, c'est quand même pas terrible. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Firouz, qui elle est? Je pense que Firouz incarne finalement tout ce qui intrigue Guillaume dans son travail. La question du genre, elle est omniprésente dans sa réflexion, et donc Firouz vient incarner toutes ces questions et toutes les questions qu'on peut soulever à travers cet enjeu-là, la question du genre. Justement, à travers moi je trouve qu'il y a un côté conte initiatique. Ce que tente de raconter Guillaume, justement, c'est cette question du genre, cet homme qui assume le rôle d'une femme et inversement cette femme qui assume le rôle d'un homme. Comment c'était son intention de départ qui l'a fait aller vers ce conte initiatique et vers cette idée-là de travailler sur le genre? C'était vraiment ça son idée au départ? En tout cas, c'est au centre de ses préoccupations. Et là, on est... alors, pour le dire rapidement, Guillaume a mené un travail de recherche et a bénéficié d'une bourse pour se déplacer au Canada et voulait absolument travailler sur les Premières Nations, où on peut aborder la question du two-spirit, c'est-à-dire finalement un autre genre, quelque chose qui peut se distinguer de l'assignation des tâches. Et voilà, donc ce paysage-là, en tout cas, correspondait bien au projet qu'il veut développer, qui est un pur projet de fiction, mais en tout cas, voilà, ça crée un environnement pour lui assez dynamique pour créer sa recherche, sa fiction. Et comment s'est passé? Il vous a parlé du projet avant de partir, ou il a d'abord été faire sa recherche et découvrir des choses au Canada pour ensuite écrire le roman et vous le proposer? Comment ça s'est passé? Écoutez, assez simplement, en fait, ça a donné lieu d'ailleurs à l'édition d'une petite plaquette pour accompagner la diffusion du texte au départ, parce que non, on a reçu ce texte comme beaucoup de maisons ont pu le recevoir peut-être. En tout cas, Guillaume a choisi sa maison en ayant lu et parcouru le catalogue de certaines, en tout cas. Il arrive à nous à travers un autre texte. Je ne sais pas, moi, quand j'ai reçu ça, je pense que j'ai fait le plus vite possible. C'est-à-dire que j'ai essayé de l'interpeller rapidement et puis d'avancer avec lui sur l'éventualité de cette publication. Ouais. Et alors, on a entendu un peu dans l'extrait, mais il y a encore d'autres scènes qui sont plus crues, qui sont plus violentes aussi. Il y a une certaine crudité du langage, notamment dans les scènes de sexe, mais aussi une crudité presque dans la violence des scènes qui sont décrites. Quand on est éditeur et qu'on lit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on y va, on joue le jeu à 100%, ou est-ce qu'on essaye quand même par moment d'arrondir un peu le langage? Comment on travaille avec l'auteur justement sur ce texte-là? Oui, alors, en tout cas, chez nous, certainement pas chercher à arrondir les angles, c'est pas tant ça, c'était plutôt réfléchir avec lui sur tout ce qui pourrait sembler anachronique. Donc des éléments de langage qu'on peut questionner. On est au 15e, 16e siècle. Donc certaines expressions pourraient paraître un peu lointaines. Alors j'ai pas d'expression crue là, parce que vous me prenez par surprise, mais je pense à des termes utilisés dans le texte en dehors de ça, stress, traumatisme. Ça, ce sont des mots qui apparaissent au 19e. On est au 15e, 16e, a priori, c'est pas leur place, donc on a cherché d'autres termes. Mais à chaque fois en respectant le registre souhaité par l'auteur. Donc non, c'est pas une histoire de gommer ou d'arrondir les angles, c'est plutôt de cohérence de récit, de situation. On a beaucoup travaillé les situations avec lui. Il y a beaucoup de scènes violentes au début du texte, c'est quelque chose qui démarre assez difficilement des fois. Eh bien, on a plutôt travaillé à la visualisation de ces scènes, la spatialisation, des choses comme ça, histoire d'immerger rapidement. On y va ou pas, mais enfin en tout cas essayer de jouer ce jeu-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir édité ce livre. Vous êtes un habitué du prix hors concours, parce que vous étiez en finale, vous avez déjà gagné, ainsi de suite, avec des textes précédemment. Quand vous travaillez au quotidien, est-ce que vous dites quel est le message que vous voulez faire passer à travers les livres que vous éditez à la Contralée? Le message à travers les livres. Est-ce qu'il y a un message, une cohérence dans la Contralée? Écoutez, en tout cas, il y a un souhait chez nous qui sera de faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre chaque ouvrage au sein du catalogue, et un catalogue qui soit suffisamment plastique pour être accueillant aussi finalement, puisque c'est peut-être l'enjeu de tous les textes comme celui-là finalement.
le droit d'être ce qu'on veut être, le droit d'exister comme on a envie d'exister, le droit d'avancer comme on a envie d'avancer, d'avoir le langage qui est le sien. C'est le propre de Filles Rousses, c'est le propre du catalogue, c'est le sens d'une maison d'édition, et comme la Contralée en tout cas. Voilà. Trouver son espace aussi dans le paysage éditorial. Et c'est certainement le sens aussi du prix hors concours. Merci beaucoup Benoît, merci à Guillaume aussi pour ce livre, L'Arbre de colère, édition de la Contralée. Merci. Merci. Un grand merci pour cet entretien. Maintenant, agrippez-vous avec force à votre livre, munissez-vous de cordes et de provisions pour entreprendre avec Gaspard et Solal la grande ascension. Il est l'heure d'oublier le froid et la peur. La quête d'absolu est à portée de main avec Simon Parco pour Le bord du monde est vertical, aux éditions Le mot et le reste. Et pour cette discussion, j'invite Inès de la Motte Saint-Pierre à nous rejoindre sur scène. En avant-garde, il y a d'abord les 2 chiens pisteurs, Zéphyr et Moira, 2 border collies dont la tâche est de flairer le chemin le plus praticable pour éviter falaises, crevasses et avalanches. Zéphyr est en tête et tente d'ouvrir la voie en grinçant des crocs. Juste derrière lui suit Moira, son aînée de 3 ans. Moins fougueuse, mais plus trapue, plus puissante que son frère. Elle a le pas sûr de celle qui a déjà l'expérience de plusieurs hivernales en tête. Enroulée dans son collier de poils blancs, elle observe l'avancée de Zéphyr et lui fait parfois des mouvements de tête pour lui indiquer le chemin ou corriger sa posture. À 10 mètres derrière eux, Isée, leur maîtresse. Elle trace la route d'un pas déterminé. Ses 2 bâtons se plantent avec fermeté dans la poudreuse. Ses skis filent sur la neige. Une longue mèche blonde s'échappe de son bonnet. Isée, la bergère, est la première de cordée. La pisteuse du groupe, la tête chercheuse de cette précaire pyramide d'êtres humains. Sa tâche est de lire les signes que ses chiens lui envoient afin de tracer le chemin pour le reste des humains à venir. On dit d'elle qu'elle a le flair animal. À force de côtoyer ces bêtes, elle aurait développé leur sensibilité, ce qui lui permet de détecter en pleine tempête l'odeur du loup ou le risque de l'avalanche. Là, au milieu de la tourmente, elle doit inventer un chemin, c'est-à-dire se borner à suivre la ligne électrique, moyen le plus sûr pour ne pas se perdre et rejoindre avant la nuit le village de Notre-Dame-des-Neiges. Elle bifurque à gauche, grimpe de quelques mètres, puis atteint le sommet d'un rocher où elle attend le reste de la troupe. En se retournant, elle croise le regard de Vic, le second de cordée, qui tire avec peine un traîneau bâché sur lequel reposent 6 poteaux de bois, ainsi qu'une bobine de fil électrique. Vic, dit le buffle, est le porteur du groupe. Sa corpulence lui permet de hisser des charges considérables en pleine pente pendant plusieurs heures et par moins 20 degrés, au prix de régulières rasades de liqueur et de quelques grognements animaux. Le buffle, c'est une silhouette imposante, supportée par 2 troncs qui lui servent de jambes. En cas de blizzard extrême, il peut utiliser son gabarit pour faire office de coupe-vent et protéger le reste de la troupe. Son large cou soutient un visage écrit par la montagne. Le vent, le soleil et le gel ont travaillé ses joues jusqu'à créer d'importantes stries et fissures identiques à celles qui zèbrent les flancs de la vallée des glaces. On raconte qu'un jour, alors qu'il remontait en tête sur une dalle verglacée, il entendit des cliquetis de roches dévaler la pente en amont, puis vit subitement un amas de pierres débouler sur lui. Au lieu de se rouler en boule contre la paroi, il poussa un cri de rage et se lança dans un corps à corps impossible avec l'avalanche. Imaginez la scène. À coups de coude, il balaya d'abord les petites pierres qui lui fouettaient le corps, mais une pierre plus importante tailla l'air et lui arracha une partie de son visage. Sa joue gauche disparut dans le vide. Vic
chuta de 10 mètres. On le descendit inconscient dans le fond de la vallée, puis avec du gros fil, on recousit l'espace que la pierre avait ouvert en lui. Aujourd'hui, Vic partage un bout de sa chair avec la roche. À gauche de sa face, une discrète balafre part de sa tempe et vient se camoufler dans sa barbe. Sa cicatrice, vestige de la chute, marque de la pierre en lui, témoin de sa rencontre avec la falaise. Arrivé au niveau d'Isée, il balaye sa barbe de son énorme paume pour en ôter la sueur avant qu'elle ne gèle. Au contrebas, il peut apercevoir Solal, le gamin, comme il aime l'appeler. « Allez, gamin, d'une heure !» crie-t-il en ajustant ses mains en forme de cône afin que sa voix se fraye un chemin dans le vent. Mince, mais de constitution solide. Solal, les cheveux châtains, coupés courts, portés par la fougue de la vingtaine. C'est sa seconde expédition en compagnie de la cordée. Ce matin à l'aube, Gaspard l'a réveillé en lui proposant d'occuper la place de troisième de cordée et d'aide-traîneau. Sa tâche consistera à aider Vic à soutenir le traîneau pour éviter que les poteaux de bois ne le quittent en cas de relief trop important. Malgré l'ingratitude du travail, Solal a sauté sur l'occasion, fier de participer à nouveau à une équipe aussi prestigieuse que celle-ci. Enfin, juste derrière Solal, marche Gaspard, son grand cousin, chef mythique de la cordée. Bien bâti, il a le pas sûr de celui qui a arpenté les montagnes depuis son enfance. Son visage est buriné par le soleil, sa barbe traversée par un sourire presque permanent. Bonsoir à tous. Bonsoir Simon. Bonsoir. Avant de parler de ce livre magnifique, au titre magnifique d'ailleurs, je voudrais que tu nous dises ce que tu as ressenti à la lecture de ce texte. C'est peut-être la première fois que tu l'entends lu sur scène. Oui, c'est la première fois et c'est toujours sympa d'entendre ces personnages crier. Donc merci David pour ce texte. C'est très intéressant d'entendre son texte lu par une autre voix que sa propre voix intérieure. Et c'est d'autant plus important pour un primo-romancier, je pense, d'entendre ça, parce que ça participe à se détacher aussi petit à petit de l'œuvre. Ouais. Grâce à David, on a fait connaissance avec les personnages qui composent la cordée. Comment elle est née, cette cordée, et que vont devenir ces personnages pendant le début de ce roman? Où vont-ils? Alors cette cordée, figure-toi qu'elle est née, en fait au début de cette cordée, il n'y avait que 2 personnages, c'était une petite cordée, c'était un binôme composé de Gaspard et de Solal, et puis au fur et à mesure des écritures... 2 des 3 hommes qui la composent? Exactement, 2 des 3 hommes qui la composent, et puis au fur et à mesure des réécritures, des écritures et réécritures, il y a d'autres personnages qui se sont regroupés, en fait, et pour répondre à ta question, ils vont faire groupe jusqu'à arriver en fait au pied du bord du monde, la Grande, cette montagne qui ne connaît pas de sommet, et là ils vont se décomposer puisqu'il va y avoir que Gaspard et Solal qui vont tenter l'ascension de cette montagne mystérieuse. Donc on l'a compris, il y a à la fois une géographie très précise, un environnement très précis, en même temps un peu d'inconnu. Tu as été prof de philo, tu organises encore des marches philosophiques. Est-ce que justement tu avais envie que tes personnages soient bouleversés, soient finalement mis dans un environnement dans lequel ils puissent se trouver eux-mêmes? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait de la philosophie, j'étais sur les bancs de l'université, et puis je me suis rendu compte petit à petit que j'apprenais beaucoup plus sur les sentiers, ou du moins sur les sommets. Et donc j'ai voulu créer en fait des personnages qui apprennent la vie, qui philosophent, mais à même les sentiers, au plus proche de la neige, au plus proche du danger, au plus proche de la mort. Donc ils ne philosophent pas en fait entre les 4 murs d'université, ils philosophent au fur et à mesure de la marche et au sein de l'environnement montagnard qui est propice à beaucoup de réflexions. Ouais. Parce que tu organises donc des marches philosophiques et tu as, toi, dans l'idée qu'il faut marcher pour se trouver?
C'est ça. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. L'idée, c'est Aristote avant. Mais, mais effectivement, comme le dit Nietzsche, moi, j'arrive pas en fait à penser et à écrire aussi. Ce livre a été aussi écrit sur les sentiers. Je n'arrive pas à penser et écrire. Alors, attends, ça veut dire que tu étais avec dans la montagne pour l'écrire? Pas tout le temps quand même. Je m'asseyais un petit peu quand même devant l'ordinateur. Mais effectivement, c'est un livre. L'inspiration me vient en tous les cas lorsque je suis dans des marches verticales. Effectivement. Et du coup, j'ai perdu le fil. Perdu le fil de la question. Si le fil de la question, c'était que, comme Nietzsche aussi, ou comme d'autres penseurs ou écrivains, je n'arrive pas à penser ou à créer sans que le corps soit de la partie, en fait. Il y a vraiment un lien, il me semble, entre l'inspiration, entre le rythme de la pensée et le rythme aussi du corps en marche. La langue de ce texte est extrêmement poétique, je trouve. Tu nous l'as dit là un tout petit peu tout à l'heure que tu avais écrit, réécrit et encore écrit ce texte. Comment tu as travaillé ce premier roman ? Alors c'était tout à fait anarchique, ce travail. En fait, je l'ai réécrit 4 fois, ce livre, en réalité, et ça fait 4 ans que je l'écris. Donc, c'est une succession d'écriture et de réécriture, de collages, d'inspiration qui me viennent en fait en altitude et que j'essaye de regrouper au sein d'une narration cohérente qu'on appelle un roman, apparemment. Donc, voilà comment je l'ai écrit. C'est des inspirations d'altitude qui sont collées, recollées ensuite pour donner une vraie consistance, pour qu'il y ait vraiment une trame narrative qui embarque le lecteur. Mais je découvre finalement que je veux faire un roman au bout de la 2e réécriture de ce livre. Oui. Je trouve que le titre de ce livre est absolument magnifique. Le bord du monde est vertical. C'est le cas d'ailleurs, je trouve, de tous les titres de la sélection de ce prix. Comment il est venu et qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ? Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Vraiment pas ? Non, si, quand même. Si, quand même, allez. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au début, c'est un titre de chapitre. J'adore les titres de chapitres. Ça peut être des petits poèmes à eux seuls. Et puis, c'est un titre de chapitre qui, au bout de la 2e ou 3e réécriture, commence à sortir, à prendre de l'importance. Et je me dis que ce serait peut-être bien de le mettre en titre principal, finalement. Et ensuite, après, il m'est venu en m'inspirant de la vallée dans laquelle je résidais en fait à l'époque, dont la route est coupée l'hiver et est coupée tout court aussi parce qu'elle est coupée tout simplement par la face sud-ouest de la barre des Écrins et plusieurs 4000 autour qui empêchent les gens de passer. Et donc, on a l'impression, lorsqu'on arrive dans ce petit hameau, encore plus l'hiver où on est obligé de skier pendant plusieurs heures pour l'atteindre, que la fin du monde s'arrête, est ici, en tous les cas, ou que le bord du monde, justement, est vertical. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit de tes personnages, de leur rapport à la vie ? Je pense... Ah, c'est une bonne question. On ne me l'a jamais posé. Je pense que ça parle de cette dureté en fait de la montagne, notamment qu'éprouve Gaspard, parce que c'est un titre à mon sens qui est dur. En fait, c'est dur comme titre. On se le prend comme ça, quand même, ce bord, lorsqu'on le lit. Et je pense que ça parle du rapport ambigu de mon personnage principal, Gaspard, qui connaît en fait la beauté de la montagne, mais qui connaît aussi son aspect horrible et terrifiant. Donc, je pense que ça parle de la dureté de l'environnement montagnard et pas que de sa dimension romantique ou sublime. Oui. Merci Simon. Merci à toi. C'est un travail de délier les souvenirs de l'enfance, de retracer une histoire familiale, de s'ouvrir aux souvenirs d'une fratrie. Embarqué au cœur d'une histoire familiale avec Sauvage et celui qui se sauve, de Véronica Mabardi aux éditions Esperluette. Et j'invite David Medioni sur scène. David.
C'est loin, vu d'ici, la Corée. Il ne portait sur lui que ses vêtements d'été. Un petit pantalon de toile, des chaussons de caoutchouc vert et blanc, un bracelet de plastique scellé où quelqu'un avait écrit son nom. Shindo. À l'aéroport, on l'a déposé dans les bras d'une mère inconnue et les sanglots se sont arrêtés. Il a regardé, étonné, un petit coup d'œil curieux, et il a plongé dans le sommeil, instantanément. Alors c'est elle qui a pleuré. Un jour, il apparaît. Ça aurait pu être un autre. C'est lui. Au début, tout l'étonne. Il y a une femme avec des cheveux de garçon et un homme très grand. Il y a un garçon blond, de sa taille à peu près, et une fille plus grande. Il observe, hésite, tend la main. Est-ce qu'il peut ? Oui, il peut. Il peut toucher et prendre, et garder. Rien n'arrivera de mal s'il plonge la main dans le panier à jouets, mais il n'ose pas. Il y a des fourchettes, des Legos, des lits et des gens, des visages qui se ressemblent. Il y a des shorts en tissu éponge et des soupules en lycra. Il y a des pantoufles et des sandales, des bottes en caoutchouc, des pyjamas et des anoraks, des salopettes de velours, des bonnets. Il y a du papier, des crayons, des ciseaux et de la colle, des couvre-lits en patchwork, des ballons et des schtroumpfs en plastique, des voitures, un camion, un fourgon de police, une déesse, des poupées blondes et un bébé noir, des ours bruns et des lapins bleus. Parfois, il perd la tête, un peu ivre. Il finit toujours par trouver un ballon, des cailloux, qui font mieux l'affaire pour jouer. Il imite beaucoup. Il regarde comment font les autres. Ceux qui mènent aux sourcils froncés, ceux qui mènent au chocolat, ceux qui mènent aux genoux du père, au bras de la mère ou au coin. Il absorbe tout ce qui l'entoure et dort tant qu'il peut. Dès que la mère quitte la pièce, il devient nerveux. Si elle ne revient pas très vite, il pleure. La nuit aussi, il pleure. Des larmes de peur. Alors la mère se lève une fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il dorme. Au premier repas, il mange jusqu'aux miettes tombées sur la nappe. Alors la mère se lève précipitamment pour aller chercher quelque chose dans la cuisine et ne rapporte rien. Il y a des céréales et des pommes de terre. Il y a des boulettes et des œufs. Il y a des spaghettis et des pommes des arbres, du jambon, du fromage et du pain. Il y a du lait. Il y a de la glace. Il veut tout toucher, même ce qui ne se mange pas. Dans les premiers temps, la mère l'empêche de tout engloutir comme si on allait lui reprendre sa part. Alors il panique, il pleure et elle dit « Je peux quand même pas laisser faire ça ». Et puis tant pis, elle part dans la cuisine chercher du sel. Peu à peu, il grossit, un petit ogre. Au début, il a essayé la fourchette, mais ça l'énervait trop, alors tant pis, va pour les mains. Les fourchettes, ça viendra plus tard. Entre-temps, les mains, ça va aussi, si c'est plus facile. Il est absorbé tout entier par la nourriture. Il a eu faim. Pas besoin de le dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Elles prendraient toute la place. Elles deviendraient impossibles à taire et après, il n'y aurait plus qu'elle. Il deviendrait l'affamé, le malheureux. Et ça, personne ne le veut. Surtout pas lui. Alors, plus personne ne se plaint à table. Merci David pour cette lecture. Bonsoir Véronica. Bonsoir. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des notes de lecture. Je vais recommencer par vous dire un peu ce que je m'étais noté dans mes petits carnets au moment d'aller faire cette délibération enflammée du jury. Je m'étais noté que c'était une histoire de famille magnifique qui s'interrogeait
sur la notion de lien et sur la notion de ce qu'était une famille. Dans ce livre, dans ce récit, Véronica, vous racontez l'histoire de votre frère Shindo, qui a disparu brutalement. Comment vous est venu le besoin de raconter cette histoire maintenant ? C'est intéressant parce que le besoin, il vient dès le moment de sa mort, en fait. C'est immédiat, dans les jours qui suivent. Mais le texte que j'écris dans les jours et les mois qui suivent, il est inaudible, en fait. Il est inaudible pour qui que ce soit. Quand je le fais lire à des amis, ils me disent « Non, c'est un texte qui casse tout ». Et donc, ajouter à cette mort de la destruction pure, c'était vraiment pas une bonne idée, je pense. Et j'avais besoin moi-même d'intégrer. Et puis, en fait, c'est une histoire encore que je peux raconter par rapport à ça. J'étais à la campagne avec une amie qui est autrice aussi, et on parlait de nos projets. On se connaît depuis très longtemps, puis elle m'a dit est-ce qu'il ne serait pas temps que tu racontes cet ébranlement ? Et je lui ai dit quoi, à la mort ? Et elle m'a dit ben non, pas la mort, enfin de quoi tu parles ? La rencontre. Et en fait, quand cette amie m'a donné ce mot ébranlement déjà, qui était un mot magnifique, et puis qu'elle a associé l'ébranlement à la rencontre et pas à la mort, j'ai compris que j'avais relu toute l'histoire de mon frère à partir de sa mort, ce qui rend la chose innommable. Mais si je repars de la rencontre dans l'enfance, alors il y a quelque chose à en dire, en fait, qui peut construire quelque chose. Et donc c'est ce mot d'ébranlement qui vous redonne la clé pour aller sur ce texte et pour raconter cette histoire. Mais c'était vraiment concret. Elle touillait dans le risotto, et puis elle m'a dit est-ce qu'il ne serait pas temps ? Et puis elle m'a dit, moi j'étais en train de mettre la table, et puis je suis partie, elle m'a dit rencontre, et puis je suis revenue du salon vers la cuisine, et c'était bon, je savais que j'allais le faire en fait. Alors parlez-nous un peu de Shindo. Moi je le vois comme dans ce que vous en racontez en tout cas, je le vois comme un enfant vif, pensif, tourmenté, rêveur aussi un petit peu. Comment vous le voyez ? Alors c'est drôle parce que je ne l'ai plus vu moi depuis 97. Et depuis que... voilà. Et donc je me rends compte que quand même le temps, les neurosciences nous apprennent quand même qu'on réécrit l'histoire. Et je me rends compte que le temps en a fait un mythe quand même. Et que le fait de l'écrire aussi, puis de parler de lui, et puis... Je ne sais pas si ce que je vous dis, c'est lui, en fait, ou si c'est cette figure que je me suis construite et que d'autres ont habité d'avoir lu le livre et de m'en avoir parlé. Donc là, il y a quelque chose qui se décolle de sa réalité, en fait. Mais les souvenirs que j'en ai de son enfance, c'est vraiment un enfant qui veut vivre. Je pense s'il y a une chose à dire. Et jusqu'à la fin, je pense jusqu'à la seconde avant sa mort, il y avait ce désir de vie. Qui est aussi un désir de prendre tous les risques et de voir jusqu'où la vie va l'accompagner, ou jusqu'où est-ce qu'on peut jouer avec la vie en fait. Et alors justement, vous disiez que peut-être vous en aviez fait un mythe depuis 1997. Quelle est la part dans le texte de ce que vous pourriez dire c'est du roman, ou en tout cas c'est de la fiction, ou quelque part c'est une fiction que je me suis créée, et la part du récit? En fait, tous les faits sont réels. Ouais. Mais la part de fiction, elle est dans ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne dis pas. Et donc, le fait d'omettre crée forcément un personnage. Il y a des choses qui étaient trop intimes. Puis, ce n'est pas de l'autofiction. Donc, il y a des parts qui sont parties. Et puis, il y a des parts que j'ignore. Il y a des années entières où je ne l'ai même pas vu. Donc, le fait c'est comme si j'avais fait une photo de lui d'un angle de vue. Et il y a 1000 photos possibles, en fait. C'est plutôt de l'ordre de la photo et du cadre que de l'invention ou de la vérité, en fait. Alors tout à l'heure, Inès parlait du titre du bord du monde est vertical, et c'est vrai que votre titre aussi est très interpellant, très énigmatique quelque part. Sauvage est celui qui se sauve. Alors qui c'est qui se sauve dans cette histoire? C'est une bonne question. D'abord, c'est une phrase de Léonard de Vinci, je vais quand même citer mes sources. Et puis, je ne sais pas qui se sauve, mais je pense que c'est sa part de sauvagerie qui nous a tous sauvés, en fait. Parce qu'on était quand même une petite famille bourgeoise de gauche, même si on était particulier. C'est une famille particulière. Mais mon frère et puis ma sœur, qui est coréenne aussi, ont un peu sauvé la famille d'une forme de sclérose. Et je pense que comme notre famille n'allait plus de soi, ça a permis aussi que mon père, qui est égyptien, mais ça ne se voit pas tant que ça,
puissent aussi vivre cette part qui n'allait pas de soi dans cette banlieue d'une petite ville belge. Je pense qu'ils sont arrivés et qu'ils nous ont appris qu'on pouvait faire famille autrement. Et ça, c'est un cadeau qui est, voilà, de cette rencontre-là, quoi, de ces deux rencontres. Famille choisie, les liens qu'on se choisit. En tout cas, merci beaucoup, Véronica, pour ce texte. Sauvage et celui qui se sauve aux éditions d'Esperluette. Merci à vous. Et pour le dernier texte, je vous demande de retenir votre souffle tout au long d'un périple, d'une fuite d'un esclave de Tomasta, un jeune esclave et de ses compagnons. Et donc je vous invite à vous laisser tenter par le récit « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis » de Netonon Noël Njekeri, désolée, aux éditions Elie Sélas. Et pour ce dernier entretien, j'invite Isabelle Motreau à nous rejoindre. En cette fin du 19e siècle de l'ère chrétienne, la traite négrière transsaharienne battait son plein. Elle avait commencé bien avant son avatar atlantique, qui s'essoufflait désormais. Au cœur de l'Afrique, des royaumes dont les élites s'étaient islamisées de longue date, le Bagirmi, le Bornou, le Kanem, le Wadaï prospéraient sur ce négoce nauséabond. Puissamment armés de fusils par leurs co-religionnaires orientaux, ils lançaient des razzias sur les territoires païens dont l'art militaire demeurait encore dominé par la sagaie, le couteau de jet, l'arc et les flèches. Outre l'ivoire, les peaux brutes ou tannées, les plumes d'autruche, la gomme arabique ou le musc, ils y raflaient surtout des captifs et du bétail, aussitôt convoyés vers des comptoirs, immenses camps de concentration où des négociants arabes venaient se pourvoir en gibier de harem, en main-d'œuvre corvéable à volonté, et en matière première pour méchoui. Ainsi, des caravanes entières, fortes de butin sur pied ou sur pattes, prenaient la direction du Levant. Comme elles serpentaient entre les dunes, le désert ne se privait pas de prélever sur elles un lourd tribut de sang, car beaucoup d'esclaves succombaient à la faim, à la soif, au mauvais traitement ou au désespoir, avant de laisser les cadavres aux crocs des chacals et des hyènes. Les chefs de convoi en tranchaient les oreilles, qu'ils enfilaient ensuite en chapelet. Cette collecte macabre leur permettait de prouver plus tard à leurs commanditaires l'étendue des pertes humaines enregistrées au cours de l'expédition. Arrivés à Khartoum, les caravanes allaient dégorger leurs lits de survivants dans des enclos très spécialisés. Là, les malheureux étaient lavés à grandes eaux, puis triés et répartis en 3 catégories selon 2 âges butoirs fixés à 11 et 15 ans. On prenait quelques semaines pour les engraisser et leur restituer non pas un peu de leur humanité, mais une certaine valeur marchande. Au milieu de cette période de gavage, les garçons destinés à être exploités localement étaient castrés séance tenante. Une fois que tout ce beau monde avait eu ses plaies cicatrisées et ses rondeurs quelque peu retrouvées, mâles et femelles étaient conduits en troupeaux, séparés, au grand bazar où les esclaves se vendaient à la criée. Les plus prisés n'étaient pas forcément les plus beaux, ni les plus athlétiques, mais ceux qui avaient déjà eu la petite vérole, parce que cette maladie était souvent mortelle à l'époque. La plupart d'entre eux finissaient dans un sérail, les femmes comme bêtes à donner du plaisir, les hommes comme cerbères de harem. Le Bagirmi, le Bornou, le Kanem et le Wadaï tiraient des profits colossaux de ce trafic humain. Mais la demande était si croissante que les quotas de livraison périodiques, qu'ils s'étaient engagés par contrat, ou BARCT, à honorer auprès de leurs partenaires levantins, s'avéraient difficiles à satisfaire. En effet, plus ils s'en prenaient aux païens, plus ceux-ci avaient la mauvaise idée de fuir vers le sud et de s'enfoncer dans ces régions forestières où la prédominance de la redoutable mouche tsetse infléchissait les plus dévorantes ardeurs conquérantes
en décimant les chevaux. Le gibier bipède, aux yeux à fleur de tête, devenant rare, les États prédateurs se mirent à lorgner leurs propres sujets pour compléter les contingents d'esclaves. Comme leur population ne fréquentait la mosquée que de jour et le baobab tutélaire dès la nuit tombée, il leur était aisé de dénicher des bougres qu'ils accusaient d'être des idolâtres. Ils les asservissaient sans autre forme de procès et les expédiaient par famille entière vers Khartoum. À cette pénurie rampante vint se greffer une autre complication. Sûrement abusé dans son sommeil par Satan, à moins que ce soit par la superbe négrillonne qu'il venait d'acquérir, un ouléma réputé du Caire se fendit, à son réveil, d'une fatwa, un avis juridique, qui interdisait, sous peine de damnation perpétuelle, de réduire en esclavage tout individu né musulman ou ayant prononcé la shahada, la profession de foi islamique. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mahomet est l'envoyé d'Allah. Noël Netono-Diakeri, on vient de découvrir en fait le cœur de votre roman, que je ne vais pas résumer parce que c'est un roman foisonnant, un roman à la fois historique, une saga familiale, un enchevêtrement de contes de toutes sortes. Et d'ailleurs, vous vous réclamez de l'école des griots qui associe précisément les légendes à des éléments d'histoire factuelle. Je crois que c'est ça aussi le cœur du livre, le second cœur, si j'ose dire, la façon dont vous l'avez écrit. Oui, tout à fait. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier David pour la très belle lecture qu'il vient de nous faire. Effectivement, je n'ai pas fait des études de lettres. Moi, j'ai fait des Vous êtes études scientifique plutôt. Voilà, j'ai fait des études de mathématiques à mon corps défendant. Hein. Je voulais étudier l'histoire et on m'a fait comprendre que si je m'entêtais à vouloir étudier l'histoire, il fallait que je me payais mes études moi-même. Et comme mes parents n'étaient pas en mesure de le faire, eh bien, on m'a orienté en série scientifique et j'ai fait les mathématiques. Mais très très jeune, j'ai été à l'école des griots. Au Tchad, on les appelle les gostards, hein, les maîtres de la parole. Vous êtes tchadien, j'ai oublié voilà, de dire. Je suis tchadien. Vous vivez en Suisse, mais vous êtes d'origine tchadienne. Voilà, je suis tchadien et suisse en même temps. Et donc, très très jeune, j'ai senti que ce maître de la parole, hein, qui était les dépositaires en fait de l'histoire des peuples, était en train d'être dévoyé par les gouvernants des États nouvellement indépendants, entre guillemets. Et donc, à l'époque, c'était des gens qu'on méprisait parce qu'ils avaient perdu la place... la place sociale très élevée qu'ils avaient au départ. Et donc les jeunes les fuyaient plus ou moins, et moi j'étais attiré par leur faconde. Hein. J'étais attiré par leur faconde et je pense que c'est ça qui m'a donné finalement envie d'écrire. Alors, ce qui est frappant dans votre livre, c'est, je disais qu'il est très foisonnant. Il commence, on l'a vu à cette période terrible de l'esclavage, il finit en 2015 par un raccourci, en fait, qui fait que, je ne vais pas donner de détails parce qu'il faut laisser les lecteurs et les lectrices découvrir, mais au fond... On en revient encore à la période de l'esclavage aujourd'hui. C'est ce qu'on découvre dans votre livre, qui finalement dit quoi, ce livre ? Qu'on ne sortira pas de cette période de domination des plus forts sur les plus faibles, de certaines ethnies sur d'autres ?
Je crois qu'on peut sortir de ce cycle-là du pire si les peuples africains eux-mêmes se réapproprient leur histoire. Hein. Il y a un proverbe africain qui est très très connu qui dit que tant que le lion n'écrira pas l'histoire de la chasse, le chasseur s'arrogera toujours le beau rôle. Et donc, il faudrait qu'on arrive à se réapproprier notre histoire, à la dire. Parce que ce livre-là, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, ça traite, entre autres, de quelque chose qui a été placé dans un angle mort de l'histoire africaine. Hein. Il y a un certain nombre de textes magnifiques qui en parlent, mais qui sont malheureusement très rares. Il y a Le devoir de violence de Yambo Ologum. Il y a Le dernier survivant de la caravane de Étienne Goyemide. Là, je parle du monde francophone. Hein. Oui, ce que vous voulez dire, ce que vous dites dont on ne parle pas assez, c'est la traite transsaharienne. Voilà, la traite transsaharienne que certains appellent aussi la traite arabo-musulmane, etc. Oui, dont on parle très peu, en fait. On en parle très peu. C'est comme si la colonisation occidentale a fait tomber une espèce de rideau sur cette histoire qui a commencé dès le 7e siècle et qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque il y a en 2017 encore, hein, c'est ça aussi qui m'a donné l'impulsion d'arriver au bout de ce livre. Il y a eu encore une vente à la criée de noirs en Libye. Et ça a été filmé par la chaîne américaine CNN. Et au mois de mai dernier encore, le Temps de Genève a publié une enquête sur la traite qui se pratique encore depuis le Kenya vers les États du Moyen-Orient. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité. Alors, je ne voudrais pas qu'on croie, parce qu'on a abordé que ce sujet-là, mais qu'on croit que ce livre est un livre purement d'histoire avec un grand H, parce qu'il est aussi un livre d'histoire avec un petit H et un S à la fin. Oui. Et vous avez, comme vous disiez, vous recommandez des griots, et il faut savoir que dans ce livre fourmille de personnages, de rebondissements et aussi d'histoires drôles. On rit beaucoup dans votre livre, ce qui est quand même une performance. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous, cette diversité de tons. Absolument. Et la profession de foi des beaux stars, hein, au Tchad, des griots, pour utiliser un terme qu'on comprend plus couramment ici, c'est qu'une bonne histoire, hein, c'est prétentieux peut-être de ma part de le dire comme ça, mais une bonne histoire, ça doit faire rire et ça doit faire pleurer. Mais si ça fait pleurer et rire en même temps, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que dans ce roman, il y a des choses épouvantables, hein, que je raconte. Et je crois que la seule manière de faire passer tout ce que la vie nous impose d'épreuves, c'est d'utiliser pas mal d'ironie et puis un peu de poésie. Hein. Ça bonne recette. Voilà, ça fait passer un peu la pilule. Hein. Je vous remercie beaucoup merci à vous, Isabelle, d'avoir écrit ce livre. Merci. Et d'être là ce soir. Merci beaucoup. Un grand merci du coup pour ces 5 entretiens, ces discussions avec nos 5 finalistes. Un grand merci à David Sidibé pour la lecture. Merci à Margot Ronin pour l'animation. Et maintenant, j'accueille notre présidente, Gaëlle, pour enfin annoncer les lauréats. J'espère que vous vous êtes régalés autant qu'on s'est régalé à écouter ces auteurs, à réentendre, pour ceux qui ont déjà lu les livres, tous ces textes. J'ai aimé cette phrase
sur le fait qu'un bon livre, c'est aussi un livre qui fait rire et qui fait pleurer. Et c'est vrai que tous ces livres, vous l'avez vu, ont à la fois une force, un engagement, des propos, des choses à dire, quelque chose qu'ils défendent, et à la fois une vraie légèreté aussi, des fois dans l'ironie, dans l'humour, dans le fait qu'on prend du recul, que tout n'est pas que du premier degré et qu'on peut vraiment aussi s'amuser, des fois en riant un petit peu jaune, hein, mais s'amuser aussi de ce qui se passe. En tout cas, c'est une sélection, j'espère que vous l'avez ressenti autant qu'on l'a ressenti, c'est-à-dire avec cette force aussi de l'imaginaire, en fait, qui est au service de la littérature. On a réussi à sortir de la littérature du réel pour pouvoir dire le réel au travers des mots, au travers de l'imaginaire, au travers des images. Et donc voilà, donc on est extrêmement fiers des 5 textes qu'on vous a proposés. Et donc évidemment, on va passer à une étape qui est parfois difficile, et je sais aussi difficile pour les auteurs. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis à tous à quel point on a aimé ces 5 livres. Ça va être d'annoncer la mention. Alors d'abord la mention du public, qui nombreux à voter pour son préféré des 5, sachant que la littérature et la perception de la littérature est forcément subjective. Donc tout ça ne fait pas... il n'y a pas de palmarès qui serait gravé dans le marbre. En tout cas, c'est le choix qu'a fait le public. Roulement de tambour. Merci. Et du coup, la mention du public est attribuée à Guillaume Aubin pour L'Arbre de colère aux éditions de la Contralie. On le salue. Peut-être nous écoute-t-il ce soir du Chili. En tout cas, on est très fiers d'annoncer cette mention du public pour ce livre extraordinaire qui nous a tous régalés. Donc, vous, public, qui avez voté pour lui et qui l'avez défendu, parce qu'on sait les échanges qu'on a eus. Nous, Académie hors concours, qui avons été si enthousiastes, si enjoués. Moi, je l'ai déjà offert plusieurs fois, donc je pense que ça va être un de mes cadeaux de Noël, il faut le savoir. Et de cette histoire qui est à la fois onirique, à la fois historique, à la fois ancrée dans une réalité différente. Vous l'avez entendu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous refaire le pitch. Mais voilà, donc je te laisse la parole, Benoît, au nom de Guillaume, mais aussi de ta part en tant qu'éditeur, pour nous dire ce que tu penses de tout ça. Alors Guillaume, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais à mon avis, il est content là. Il ne le sait pas encore, mais il doit l'être. C'est chouette la mention d'un lecteur, parce que c'est ce qui nous est le plus précieux en ce moment. Merci pour le prix, merci d'organiser ce prix. Merci de l'attention, encore une fois, lecteurs, lectrices, là, pour toutes ces éditions qui participent de cette histoire-là, parce que avant de pouvoir lire un livre, il faut quand même pouvoir l'éditer. Hein. Et en ce moment, c'est quand même un peu chaud d'éditer. Le papier il a un peu à prix d'or. Alors du coup, votre attention comme ça, si particulière, nous est vraiment précieuse, nous, éditeurs, éditrices, aujourd'hui, pour accompagner ces auteurs et ces autrices. Merci. Je ne sais pas où est Laure, notre photographe, mais voilà. Mais sinon, une petite photo. Nous, on ne voit pas du tout. Hein. Elle est là, Laure, ou pas? Elle arrive, je la vois. Tiens, mets-toi de l'autre côté, regarde. C'est l'instant people. Je suis Guillaume Aubin. Merci. Tu peux rester là. Regarde, mets-toi avec Margot. Je vais appeler les membres de notre jury. Donc, j'allais dire Ilana, mais Ilana n'est pas là. Inès de la Motte Saint-Pierre, qui doit être pas très très loin. Voilà. Isabelle Motro, David Medioni, que vous avez entendu. Venez avec moi. Qui ont lu, donc vous l'avez vu, les textes avec beaucoup d'attention, avec qui nous avons débattu âprement mardi dernier. Et je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu aussi, de petits mots. Alors on n'a pas le droit de tout dire sur une délibération, mais on peut toujours en dire un petit peu quand même.
Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'était une délibération très agréable dans le sens où tous les livres nous ont plu, en gros. Bon, alors vous me direz, c'est les finalistes, c'est un petit peu normal qu'il y ait un certain niveau, mais quand même, là, c'était particulièrement difficile parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme pour chacun des titres. Et évidemment, on avait chacun notre préféré ou nos préférés, parce que des fois, c'est difficile de distinguer entre un ou deux titres, mais avec des arguments qui s'opposaient à des niveaux, là encore, tout à fait équivalents. Donc, c'était des discussions vraiment très intéressantes. Enfin, voilà, c'était un bon moment et surtout, voilà, on est content, je crois, du vote final. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que Gaëlle, vous faites un travail extraordinaire pour faire exister des textes qui sont magnifiques. Toute la sélection était vraiment de très haute tenue. On a appris des choses, on a vécu dans le froid, on a traversé l'histoire avec un grand H et avec un petit H. Donc merci à vous 5 d'avoir offert de si beaux textes. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter, je crois. Vous avez tout dit, Isabelle et Inès, comme souvent hein, d'ailleurs dans nos réunions de jury. Non, juste pour vous dire qu'on n'a pas fait 14 tours de scrutin. Voilà. Donc. Oh, je sais pas. Est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre pas? C'est toi écrit, je peux pas lire. Ah, pas drôle. Le lauréat du prix hors concours 2022 est Netonon Noël Nedjeri pour Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, paru aux éditions Elie Sellas. Voilà, merci. Vous savez, je me réclame donc de l'école des griots, et quand on donne la parole à un griot, il faut peut-être le limiter, sinon on va y passer la nuit. Donc, on va aller sortir le vin, le pinard, voilà, les cacahuètes. Comme mes consoeurs et confrères, et à la demande de Margot, j'ai préparé un petit texte. Donc je vais vous le lire. Hein. Je vais vous le lire parce que si je me lance dans une improvisation, on ne sera pas sorti d'ici avant le lever du soleil, n'est-ce pas? Bon, je profite de ce petit moment où vous sortez vos lunettes juste pour vous dire à quel point on est content de ce prix, à quel point aussi on remercie notre jury voilà, pour la confiance qu'ils nous accordent, le travail réalisé aussi de lecture des textes, de lecture en profondeur. Écouter des journalistes, des critiques littéraires lire des textes, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est des lectures encore qu'on n'a pas, c'est des façons de voir les choses, de dire les choses et de dire le mot juste en fait sur des textes. Et voilà, moi j'ai cette chance, donc c'est bon, il a pu sortir ses lunettes, donc je m'arrête là. Voilà, merci Gaëlle. Alors, j'aimerais adresser toute ma gratitude à l'Académie hors concours, au jury, aux membres du jury du prix hors concours, à la Maison de la Poésie, et à mon éditeur Elie Sellas, qui ont contribué en leurs titres respectifs à me convoquer devant vous sous ce toit ici ce soir. Sans vouloir abuser de la tribune d'honneur qu'ils m'ont dressée, qu'il me soit permis d'en profiter pour me confesser tant soit peu. J'ai été éduqué dès le sein maternel à vivre en communauté, à partager le plus possible d'activités avec mes proches et mes semblables. Écrire est donc une passion dont je jouis de manière ambiguë, pour ne pas dire coupable. Je dois m'isoler,
m'enfermer en moi-même pour essayer paradoxalement de mieux m'ouvrir au monde et aux autres. Ce faisant, j'ai l'impression d'organiser avec chaque livre une journée porte ouverte sur ma propre âme. En parcourant cette part de moi-même que recèle « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis », les membres du jury du prix hors concours ont sans doute perçu quelques échos de notre condition d'humain qui les ont touchés. Je suis d'autant plus ému qu'ils m'attribuent ce prix en novembre, mois tout au long duquel se célèbre chaque année au Tchad le livre et la lecture. Malheureusement, ces dernières semaines, mon pays natal n'est pas du tout à la fête. En effet, depuis le 20 octobre dernier, le Tchad subit à nouveau une vertigineuse recrudescence des maux et des démons que dénonce précisément mon roman. Au-delà du Tchad même, notre monde paraît de plus en plus hypnotisé et aspiré par la spirale du pire. Il suffit de penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Iran ou en Somalie pour s'en convaincre. J'aimerais donc dédier ce prix hors concours à toutes les personnes qui ont lutté ou qui luttent encore dans mon pays d'origine comme partout ailleurs pour qu'il y ait moins d'inhumanité sur Terre. Je vous remercie de votre présence et de votre patiente attention. Vous n'y couperez pas. Allez. Ça va peut-être s'avancer un tout petit peu pour pas être dans la table. Oui, Regarde. dans la lumière. Hop, voilà. Merci à notre lauréat, merci à notre mention du public. On va juste faire une petite photo avec. Alors du coup, voilà, avec tout le monde, comme ça que tout le monde soit sur la photo. Avec les deux, vous pouvez vous mettre tous les deux au milieu. Hop, voilà. Tiens, Isabelle, tu peux te mettre à côté de moi. Voilà, c'est juste bien droit qu'on les voit bien. Voilà. Merci à tous infiniment et voilà, merci d'avoir suivi ce prix cette année encore. On va se retrouver tout de suite autour d'un verre. On vous rappelle on vous rappelle que les auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages, donc n'hésitez pas, c'est aussi la chance aussi de ces salles de pouvoir rencontrer directement les auteurs, donc ils seront juste à l'entrée de la Maison de la Poésie. Pour ceux qui donc ont des lieux et veulent faire découvrir l'édition indépendante, n'hésitez pas aussi à récupérer vos petits macarons. Et à tous, à tout de suite, autour d'un verre dans la salle.